Les thèmes abordés dans ce programme et la vulgarité des dialogues pourraient choquer les spectateurs. Il est donc réservé à un public averti. Au moins, je vous aurais prévenu. Maintenant, c'est à vous de voir. Créé par Trey Parker et Matt Stone, ce dessin animé a vu le jour en 1997 sur l'équivalent de la Comedy Club américaine, et la série raconte les histoires de 4 gamins encore à l'école primaire, Kyle, Kenny, Stan et Cartman. On part dans le Colorado faire une petite virée à South Park. Oh oh, alerte au gogol! Inventée par 2 étudiants qui mouraient d'ennui, la série South Park a une genèse aussi folle que l'esprit qu'elle dégage. Trey Parker et Matt Stone se rencontrent en classe de cinéma à l'université du Colorado en 92, et bien que les cours de cinéma puissent sembler passionnants pour enregistrer des séquences expérimentales, ils impliquent en fait une tonne d'heures à se tenir debout sur le plateau de tournage d'autres élèves, et ça a l'air chiant comme ça. Mais parfois, l'ennui, ça peut servir. Comment je me fais chier! Alors qu'ils bossent sur l'éclairage ou le son des films des autres élèves, Parker et Stone s'amusent à faire des voix idiotes. Les 2 étudiants s'entendent bien et constatent rapidement qu'ils ont le même sens de l'humour. Parker se souvient qu'ils parlaient toujours comme des petits enfants en se faisant beaucoup rire. Les 2 camarades s'amusent pendant 1 an avec leurs imitations avant de se lancer pour de bon. Allez, c'est parti, trou du cul, faut qu'on se remette au boulot. À l'école, Trey Parker marque rapidement les esprits avec une courte présentation qui s'appelle American History. Bien que la qualité du film ne soit pas folle, Je vous emmerde! on y retrouve déjà le style exploité par Parker dans la série. Et le court-métrage est une vision satirique de l'histoire des États-Unis qui s'étale sur plus de 300 ans. La caricature remporte un prix étudiant à l'université du Colorado en 92 et sert de base au film de fin d'année qu'ils doivent pondre pour l'école. Qui a fait son caca dans l'urinoir? Les 2 hommes optent pour la thématique de Noël et accouchent de Jesus versus Frosty. Fight! Comme son nom l'indique, le court-métrage met en vedette Frosty, un vilain tueur d'enfants, et Jésus tentant de sauver le monde en jetant son auréole. En fin de compte, les 2 enfants qui survivent apprennent que Noël n'est pas vraiment l'histoire de Frosty ou de Jésus, mais plutôt une histoire de cadeaux. Je rêve où tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Les personnages ne sont pas tous nommés, mais ressemblent déjà étrangement à Kyle, Kenny, Stan et Cartman. Et le fameux Oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré! est déjà là. Lui aussi, même si à l'époque, les rôles de Cartman et Kenny sont quand même inversés. Lors de la première projection, le public devient fou, choqué de voir des enfants jurer toutes les 2 secondes, ou que des emblèmes de Noël s'adonnent au meurtre. Mais comme le public est majoritairement étudiant, le court-métrage fait son effet. La plupart des cinéastes sont récemment diplômés, mais Trey Parker et Matt Stone sont complètement fauchés et galèrent à lancer leur carrière. Mais là, coup de chance. Brian Graden, qui bosse pour la Fox, leur donne $1200 pour concevoir une carte de Noël en vidéo basée sur Jesus versus Frosty. Et à l'époque, l'homme ignore que la vidéo sortira de son cercle d'amis. Intitulé The Spirit of Christmas, le court-métrage convainc Graden qui copie la cassette et l'envoie des dizaines de potes, et même un certain George Clooney a fini par mettre la main dessus. D'ailleurs, le fait que George Clooney ait fait des centaines de copies VHS de The Spirit of Christmas et les ait envoyées à tous ses amis fait déjà partie de l'histoire de South Park. Sans Clooney et ses cassettes, South Park n'aurait peut-être jamais vu le jour. Très bien, vous voyez? À partir de là, Stone et Parker reçoivent beaucoup d'offres. Ils enchaînent les rendez-vous, mais presque tous les studios flippent et refusent de diffuser un contenu si borderline à l'antenne. Oh, vous trouvez ça amusant? Un de leurs arguments, comme quoi ça ne marchera jamais parce que les adultes ne veulent pas regarder une émission sur les enfants. Ils veulent regarder des émissions sur une famille. Au final, MTV et d'autres studios les rejettent. Grosse fiotte! Quand Graden présente le pitch à son propre réseau, la Fox n'y voit aucun intérêt, ce qui l'incitera même à quitter la boîte. Heureusement, Comédie Centrale, ils n'ont pas peur et commandent un pilote. Oh, dis donc, t'es vachement balèze, tu veux montrer à quel point t'es balèze à tout le monde? Parker et Stone réussissent enfin à donner vie à South Park. Ils conservent le même humour pour le pilote, qui s'appelle Cartman a une sonde anale. Je vous jure, demandez à Cartman, ils lui ont mis une sonde anale. Il dit ça pour rigoler. Seul problème, Doug Herzog, président de Comédie Centrale à l'époque, n'est pas vraiment convaincu.
Dans les groupes de discussion où les gens évaluent l'émission sur une échelle de 1 à 10, le pilote obtient rarement au-dessus de 3. 3 personnes déclarent même avoir pleuré, troublées par les punchlines des enfants. Oh, mais on dirait bien qu'il va se mettre à pleurer. Heureusement, Comédie Centrale ne jette pas l'éponge et demande quelques modifications avant de finalement diffuser le pilote. Pour une raison simple, la chaîne est en difficulté et c'est très bien que le pilote attirera l'attention. Ma vie, elle va changer. Herzog raconte même qu'il était tellement nerveux qu'il s'est précipité au lit la nuit avant de mettre à l'antenne l'épisode en sueur froide. Il se demandait même s'il pouvait le faire sans se faire arrêter. Est-ce que c'était vraiment légal? On imagine qu'aujourd'hui, eh bien, ces nuits sont quand même bien plus calmes. Les mecs, vous connaissez ce truc-là? Quand quelqu'un s'est endormi, on prend un verre rempli d'eau froide, on plonge sa main dans le verre, et après, on lui pisse dessus. Cartman a une sonde anale, n'a pas de bons résultats d'audience. Les cadres de Comédie Centrale ne sont pas convaincus pour acheter la saison. Toutefois, à l'instar des courts-métrages de l'Esprit de Noël, ce premier épisode est très apprécié sur internet. Parker et Stone ont alors une deuxième chance avec un deuxième épisode à écrire. Le duo écrit Muscle Plus 4000, dont le script plaît à la chaîne qui décide de s'engager finalement pour une première saison. Sous la pression exercée par Parker et Stone, les deux auteurs annoncent qu'ils n'écriront plus pour la chaîne si Comédie Centrale ne signe pas une saison d'au moins 6 épisodes. Rien à foutre, je fais qu'est-ce que je veux. Alors bien sûr, depuis, George Clooney, qui est lui aussi devenu fan de South Park, a demandé à plusieurs reprises au réalisateur de la série de doubler un personnage. Ils ont fini par lui proposer la voix d'un chien gay, celui de Stan, un rôle que les créateurs estimaient être à la mesure de Clooney. George a ainsi enregistré plusieurs aboiements pour doubler son personnage. Tu nous as tous fait passer pour des connards sans cœur. L'humour de la série se veut absurde, parodique, sarcastique, graveleux et scatologique, souvent une critique et satire de la société américaine. Fumer, c'est mal, vous voyez. On ne peut pas dire que les créateurs se roulent les pouces, mine de rien. Le pilote de la série a nécessité 3 mois de travail à base d'animation en stop motion et de découpage de papier. Excepté l'épisode pilote, réalisé grâce à l'animation en volume, tous les autres épisodes de South Park sont créés à l'aide de logiciels. Chaque épisode prend nettement moins de temps que la plupart des séries télévisées animées qui sont traditionnellement dessinées à la main par des entreprises sud-coréennes dans un processus qui prend environ 8 à 9 mois. Et en 2013, l'équipe comporte déjà 70 personnes. Attendre, s'il vous plaît. Je m'excuse, je moi désolé. Je le admettre, je vous ai encule à la réunion. Alors oui, heureusement, aujourd'hui, tout est réalisé par ordinateur et les créateurs commencent la production d'un épisode seulement 6 jours avant la diffusion. Ils n'ont raté le coche qu'une seule fois, à cause d'une panne d'électricité au South Park Studio. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ces conneries? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils en sont quand même déjà à la 25e saison, ce qui représente plus de 300 épisodes. Et ce qui est fou, c'est que les scripts ne sont pas écrits avant le commencement de chaque saison. La production d'un épisode commence chaque jeudi avec les scénaristes qui cherchent des idées aux côtés de Parker et Stone. Une fois le scénario élaboré, Parker écrit le script, puis l'équipe d'animation, les monteurs, les techniciens et les ingénieurs du son travaillent environ 100 à 120 heures la semaine suivante et depuis la saison 4, Parker prend en charge la majorité des fonctions directoriales puisque Stone renonce à cette partie afin de se concentrer sur la production. C'est quoi cette connerie? Putain de merde! Vous trouvez ça drôle? Le vendredi, l'épisode finalisé est envoyé à Comédie Centrale par satellite et parfois quelques heures avant son heure de diffusion à 22h. D'après Parker et Stone, se soumettre à un délai d'une semaine entraîne bien plus de spontanéité dans la création dont ils sentent les résultats dans leur série. Ce planning permet à South Park de traiter des sujets d'actualité bien plus rapidement que d'autres séries animées. Et j'ai trouvé que c'était de la pure merde. Ouais, j'ai trouvé que ça avait un goût de merde. Les fans des Monty Python ont sans doute déjà remarqué que le style d'animation de la série est inspiré du dessin animé en papier découpé de Terry Gilliam pour les Monty Python's Flying Circus, émission qui cartonnait fin des années 60 et début 70 que Parker et Stone adorent. Les personnages et les objets sont faits de figures géométriques basiques et de couleurs primaires. La plupart des enfants font la même taille et ont la même forme. Ils se distinguent uniquement par leurs vêtements et leurs cheveux. Les personnages sont souvent en 2 dimensions et d'un seul angle de vue. Leurs mouvements sont animés de manière saccadée intentionnellement car le contraire ne serait pas faisable en papier découpé, rendant la chose plus réaliste. Occasionnellement, certaines personnalités publiques sont présentées avec une vraie photo à la place du visage. Les Canadiens, eux, sont représentés d'une manière bien plus minimaliste, avec des yeux globuleux et la moitié supérieure de leur tête se rabattant sur la partie inférieure lorsqu'ils parlent. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont contre les Canadiens, mais à chaque fois, ils trinquent. Et maintenant, le raclage du pudding.
N'est-elle pas magnifique, raclant le pudding avec la grâce d'un papillon? Elle étale le pudding sur son visage. Le prince tente maintenant d'arracher un des bras de la princesse comme le veut la tradition. La princesse hurle de douleur. Tout le monde retient son souffle, ça y est, le bras est arraché. Tout est revenu à la normale au Canada. Les traditions ancestrales sont une fois encore honorées. Oui, le prince enfonce le bras de la princesse dans son cul. Voilà qui est fait. Il en a enfoncé un bon morceau. Quel beau jour pour le Canada et par conséquent, pour le monde. Alors voici un petit jeu, si vous cherchez bien dans presque tous les épisodes de South Park, vous trouverez dissimulé un alien. Les créateurs ont avoué avoir oublié de le faire pour certains épisodes, ils sont parfois très durs à trouver, alors vous pouvez tenter, allez-y, amusez-vous. Oui, monsieur Garrison, faut que je rentre chez moi. Mon petit frère s'est fait enlever par des martiens. Ce qui se retrouve également dans chaque épisode, c'est la fameuse réplique comme quoi ils ont tué Kenny. Eh bien, sachez que la réplique la plus célèbre de la série provient de la bière Kill Kenny. Ils ont tué Kenny, en anglais They Killed Kenny. Les auteurs de la série avaient parié qu'ils arriveraient à citer cette bière irlandaise brassée dans la plus vieille brasserie d'Irlande dans chaque épisode de South Park, ce qu'ils ont brillamment réussi avec un malin jeu de mots. Au fil des épisodes, les créateurs ont eu quelques problèmes, comme par exemple la fois où la série s'est moquée de l'église de Scientologie, qui a ensuite enquêté sur les vies privées de Parker et Stone pour trouver des choses compromettantes à leur sujet dans le but de les faire chanter. Pas de bol, ils ont découvert qu'ils avaient des vies complètement banales. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Mais ils ont aussi reçu des menaces de mort en 2010, après avoir diffusé un épisode montrant Mahomet en costume d'ours. Un autre épisode a été fait aussi sur Mahomet, mais il a été censuré et reste toujours introuvable. Virer un épisode parce qu'il offense quelqu'un démarre une réaction en chaîne. Vous devriez virer de plus en plus d'épisodes et pour finir complètement arrêter la série. Vous devez montrer Mahomet, monsieur le président. Monsieur, pensez à ce que vous faites, à la liberté d'expression. Faut pas faire ce qu'il dit, c'est qu'un gros enfoiré de menteur. Vous pouvez pas faire ce qu'il demande juste parce qu'il menace d'utiliser la violence. Il y aura peut-être même des morts, c'est comme ça que le terrorisme fonctionne. Mais si vous cédez à son chantage, ça veut dire que les terroristes, ils auront gagné. Mais si vous censurez encore Mahomet, bientôt on vous demandera de censurer autre chose. Si vous ne montrez pas Mahomet, c'est que vous faites une distinction entre les sujets dont on peut plaisanter et puis les autres. Soit on peut rire de tout, soit on peut rire de rien. C'est bien beau tout ça, mais d'où leur vient l'inspiration pour les personnages? Eh bien dans leur vie privée, tout simplement. Le personnage de Kenny a été inspiré par un camarade d'enfance de Trey Parker qui séchait tellement les cours qu'il inventait souvent des histoires où il mettait en scène sa mort. Espèce d'enfoiré! Le personnage de la mère de Cartman, très cochonne, s'appelle Liliane en référence à l'ex-fiancée de Trey Parker qui le trompait. Non! Le chat, c'est un vrai godemichet! Dans ce cas, je connais un gentil petit chaton qui va dormir avec maman ce soir. Et quand ils étaient enfants, le père de Trey Parker lui disait que s'il ne tirait pas la chasse d'eau après avoir fait la grosse commission, son caca allait prendre vie et le tuer. C'est comme ça qu'est né le personnage de Mr. Hanky, le célèbre caca Noël. Il a même sa propre chanson. Monsieur Hanky, caca Noël, copain qui vient des intestins, va sur le trône et tu verras, pousse un peu, il sortira. Parfois il s'accroche à votre cul, ne tombe pas dans les toilettes, il est coincé dans le sphincter et il se décroche pas, alors on doit remuer son cul pour qu'il tombe dans la cuvette, voilà ça y est. Bon, j'avoue, la fin, c'est moi qui l'ai ajouté. Oh, vous trouvez ça amusant? Restons dans la grande chanson et la musique. Parker explique que l'utilisation fréquente de la musique est d'une importance capitale pour South Park. Plusieurs personnages ont pour habitude de chanter afin de changer ou d'influencer le comportement d'un groupe ou de l'éduquer, mais aussi pour motiver ou en endoctriner d'autres. La série présente fréquemment des scènes durant lesquelles les personnages réagissent à certains musiciens populaires. Et c'est d'ailleurs le personnage de Chef qui chante souvent pour apprendre quelque chose aux enfants. Des chansons composées par Parker et chantées, mine de rien, par le grand Isaac Hayes. Avec la même sensualité que l'on peut retrouver dans des chansons de R&B, genre musical qu'il utilisait dans sa carrière d'artiste. Et vous connaissez au moins un de ses titres, comme par exemple Shaft de 71. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks?
La musique du générique de South Park est jouée par le groupe Primus, tandis que les paroles sont en partie chantées par le leader du groupe, les Claypool, ainsi que par les enfants de la série. D'ailleurs, dans le générique, le chanteur est calqué sur le comédien Billy Crystal, que l'on connaît entre autres pour avoir joué aux côtés de Meg Ryan dans le film Quand Harry rencontre Sally en 89, avec la célèbre scène du restaurant. Dans le générique, les paroles que chante Kenny changent parfois d'une saison à l'autre, et même si l'on ne comprend rien à ce qu'il dit, car sa tête est enfermée dans une capuche, ce que dit Kenny dans le générique South Park en version originale est une vraie phrase. I love girls with big vaginas, I love girls with big fat titties. En français, vous traduisez ça par j'aime les filles avec de gros vagins et j'aime les filles avec de gros seins gras. Et les dirigeants de Comédie Centrale ne l'ont pas bipé car ils n'arrivaient pas à discerner les propos vulgaires de Kenny du fait que la voix était étouffée. En parlant de voix, en ce qui concerne les voix françaises, forcément, vous avez déjà entendu les comédiens dans d'autres rôles phares. Commençons par Cartman et Butters. Ils sont doublés par Christophe Lemoine. Mémé, est-ce que je peux te parler 5 minutes? Il est à quelle altitude, le mon vagin? Je jure que si j'avais pas la main d'un mec dans le cul, je traverserais la pièce pour te latter les couilles! Mais c'est aussi, entre autres, la voix de Sam Genji dans Le Seigneur des Anneaux. C'est moi. C'est votre Sam. Vous ne reconnaissez pas votre Sam. Je sais, c'est injuste. D'ailleurs, on ne devrait même pas être là. Alors désolé pour le son, mais lors d'une convention, Christophe Lemoine s'est amusé à faire rencontrer Sam Genji et Cartman. Monsieur Frodon, attention, on est en train de nous attaquer au Mordor. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sam? T'es devenu complètement con, quoi. Je suis pas Monsieur Frodon, je suis Cartman, espèce de pauvre merde. Et t'en as pas marre de suivre cette tarlouse, là, qui depuis le début de la péripétie de la trilogie commence sérieusement à me casser les couilles. Enfin, mais où est Monsieur Frodon? Mais vous l'avez caché encore dans le Mordor? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là, le Mordor? Je vais te mordre les couilles, oui, ça va pas traîner. Allez, casse-toi, vieille tarlouse, et va t'épiler les pieds. Thierry Vermouth. Non, rien à voir avec l'alcool. Quant à lui, il double Stan et son père Randy. C'est quoi ce délire? Stan, j'ai besoin de ton ordinateur. Quoi? J'ai plus internet, j'ai besoin de me connecter. Allez, laisse papa tout seul 5 minutes, hein, tu veux? Mais j'ai plus internet, moi non plus. Quoi? Mais vous l'avez aussi entendu dans la série Sliders, qui cartonnait à la fin des années 90. Et si l'on découvrait ici, sur Terre, d'autres mondes inexplorés, où tout serait possible? La même planète, dans des dimensions parallèles. Quant à William Corin, il fait Kyle et Kenny. Putain, ce film, plus je le vois, plus je le trouve génial. Mais c'est aussi lui, l'adaptateur de South Park en France et le directeur artistique. Au niveau voix, c'est également lui qui double entre autres Daniel Jackson dans la série Stargate. Si on a déjà vraiment eu cette conversation avant, j'ai probablement dû vous dire qu'il n'était pas question que j'arrive à traduire tout ce texte en moins d'un jour. Voilà. Il me semble avoir fait le tour, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Pop Stories. Je vous quitte et je laisse le mot de la fin à Eric. Je vous emmerde et je rentre à ma maison.